du fanatisme, quoi. Non, non, si vous voulez, on peut après dire tout ce qu'on a envie de dire, mais ce qui nous intéresse maintenant, comment éviter ça dans l'avenir. Vous les voyez en prison. Bien sûr, qu'est-ce que j'en pense, c'est-à-dire moi, je ne me focalise pas sur, parce que moi, quand j'ai l'individu en face de moi, le problème ne se pose plus, parce que je peux dialoguer, je peux communiquer, ce qui fait que je laisse l'individu parler, et à partir de là, on peut essayer de déconstruire un petit peu tout ce qu'il a dans son esprit, ce qui va le pousser peut-être un jour à faire quelque chose. Mais c'est quoi? C'est la haine qui pousse, M. Caprioli? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est la situation en France qui les fait basculer dans le terrorisme. Je suis convaincu que ceux que j'ai connus, j'en ai connu quelques-uns, puisque j'ai travaillé 21 ans à la lutte contre le terrorisme, sont des gens qui ont été fanatisés par l'extérieur. Si vous voulez, ils ont changé, ceci dit. Il y a de nouvelles générations. Je les ai toutes connues, aussi bien ceux qui ont frappé les Palestiniens, les Iraniens, les Algériens, les Marocains. Les premiers réseaux qui ont été démantelés, ce sont des ressortissants marocains qui sont allés faire des attentats en 94. Les premiers réseaux qu'on a démantelés en 94 sont des Tunisiens qui étaient trouvés à Perpignan. Et ensuite, les réseaux des années de 95, pourquoi? Parce que c'était lié au GIA. Le GIA algérien exportait sa révolution et recrutait des gens. C'est un terrorisme politique. Et vous avez raison. Là, on a affaire à un terrorisme sociologique. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens, qui ne voient pas la différence. Je vais vous dire, depuis quelques mois, avec un étudiant, nous avons fait un choix de nous immerger dans une cité difficile, très, très, très difficile. Je suis frappé de voir comment les frontières entre le trafic de stupes, la quotidienneté d'une vie où on est concentré, on n'a pas d'intimité, on n'a pas de vie, où on a échoué à l'école, où le chômage atteint 45%. Je suis frappé de voir quels sont les seuls moments où, au fond, on va pouvoir s'exprimer en paix. Ils sont rarissimes. Je ne parle même pas du langage, je ne parle même pas des jeux de séduction, la manière dont ces jeunes gens se traitent, parce qu'ils ont vécu dans certains milieux. Quand on regarde une demoiselle et qu'on dit « je veux ton trou », ça crée quand même une violence. Et ça, je suis pas un apprenti sociologue, je l'ai observé plusieurs fois, donc je vais questionner ces jeunes gens. Donc il y a une telle violence, que la prière serait peut-être le seul moment de paix, comme ça. C'est ça. Quoi ça retient, cette de cité qui ne prient pas d'ailleurs. Comment? Vous avez des djihadistes qui ne prient pas d'ailleurs. Et donc s'il n'y a pas Allah, l'islam, qui, contrairement à ce qu'on dit des manuels scolaires pendant des années en France, ne veut pas dire soumission, mais d'abord la paix, s'il n'y a pas l'islam, et s'il n'y a pas l'argent au noir, mais c'est pas un terroriste qu'on va voir, c'est des centaines, si vous voulez. C'est l'argent et Allah qui tiennent encore certaines cités. C'est pas catastrophique, c'est une étude. Je suis beaucoup plus réservé, si vous voulez. Pourquoi? Que les gens qui basculent dans le terrorisme seront toujours minoritaires. Voilà. Ah, mais c'est clair. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas leur situation. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement la situation sociologique, leur situation économique, financière, c'est qu'il y a bien une doctrine. Alors, elle est épouvantable, elle est mauvaise, en tout ce qu'on veut, mais c'est parce qu'ils sont convaincus. Et quand on parle des djihadistes, il y avait des gens qui étaient des Français qui sont allés combattre en Bosnie et qui ont commis les attentats. Bien sûr. Voilà. Alors, sur cette question-là, effectivement, parce que je travaille aussi sur le monde arabe et j'ai aussi eu à observer des phénomènes djihadis dans le monde arabe, notamment au Maghreb, ce qu'on retrouve au cœur de ces revendications, tant dans le monde arabe qu'en France ou en Europe, c'est vraiment ce rapport exacerbé à la domination. C'est-à-dire que aller se battre contre les Américains ou alors traiter les juifs de sionistes, avoir une obsession pour les juifs, ça n'a pas maille à partir avec une religiosité juive en tant que telle. C'est parce que les juifs ou les Américains sont considérés comme étant les plus puissants aujourd'hui, les maîtres du monde, ceux qui sont responsables de cette situation de domination. Et là, effectivement, on a ce trait commun qui est le rapport à la domination. Mais en même temps, il faut savoir de quoi on parle. Soit on parle précisément des gens qui basculent dans le djihadisme, ce qui est différent de l'islam radical, je l'ai exposé au début. Il y a une radicalisation religieuse, mais qui ne mène pas fatalement à la violence. Ou soit on parle effectivement de ce sentiment de frustration, de cette islamophobie aussi galopante qui existe en France, et ce sentiment de frustration de l'ensemble de la communauté musulmane, mais qui ne donne pas les mêmes conséquences. Alors, non, mais ce qui est gênant, si vous permettez, ce qui est gênant dans cette histoire, vous vous rappelez, en Norvège, il y a un an et demi à peu près maintenant, il y a un illuminé au nom de la chrétienté. Il a tué 70 personnes, il a laissé des manuels, 1000 pages apparemment, des traités pour interpréter son geste, c'est basé sur la religion. Mais personne n'a cru à son histoire. Tout le monde a dit c'est un terroriste, mais ça ne peut pas être la chrétienté, ça ne peut pas être la religion. Celui qui a tué un ex-ministre, un ex-premier ministre israélien, c'est un religieux aussi, Rabin, un religieux, mais personne, à la fin on dit c'est un faux, ça ne peut pas être
Le judaïsme. On l'a dit. Attendez, mais quand même, à la fin de l'histoire, c'est quoi? Aujourd'hui, n'importe quel musulman ou quelqu'un qui dit que je fais ça en nom de la religion musulmane, on va commencer à parler de la religion et de parcours spirituel. Et ça, c'est faux. Il faut dire, c'est impossible. Soit, vous savez, lorsqu'on tombe dans cette théorie, lorsqu'on accorde, si vous voulez, ce luxe à ces individus, on va pas seulement leur donner de la valeur, mais on va autoriser à d'autres personnes toujours d'exercer une certaine violence plus ou moins grave au nom de Dieu et de la religion. Alors que nous, il faut qu'on reste mûrs, adultes, responsables et dire non monsieur, vous êtes violent, vous êtes un terroriste, point à la ligne. Merci beaucoup. Il y a une chose qui m'intrigue de technique policière, enfin, chaque fois qu'on est dans on voit des gens qui ont l'air toujours très informés, comme ça, ils savent qu'il y a des caches d'armes en banlieue, ils savent tout ça, ils connaissent par cœur. C'est rien par rapport à ce qu'on va découvrir, tout ça, vraiment, enfin, ça c'est les discussions de bistrot un peu améliorées. Hein. Et alors, si c'est si ancien, si connu, etc., que n'a-t-on agi avant? Là, je ne comprends rien. Par exemple, Mera, c'est l'exemple même. On dit, on le connaissait, on l'avait repéré depuis longtemps, ça, on a attendu, etc. Là, le super flic que vous êtes devrait me répondre là-dessus, parce que là, je ne comprends rien. Si on connaît, il faut gauler, il faut arrêter avant qu'il fasse des conneries et tue des enfants dans les écoles, par exemple. Si vous voulez, le caméra, c'est le cas typique de l'échec. Bah oui. Bon, mais, si vous voulez... Pas le dernier cas. Contrairement au cas là de Valls dans Torcy. Il avait jeté une grenade quand même. Si elle avait fait 4 morts, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, d'accord, mais il ne l'a pas fait. Bon. Non, mais voilà. D'accord. Voilà, je vous retourne à la question. C'est toute la difficulté des services. La difficulté des services, c'est quoi? C'est de recueillir de l'information. De recueillir de l'information auprès de qui? Pas de vous, ni d'autres. Si peut-être de l'aumônier. Oui, l'aumônier, je plaisante. Non, c'est de recueillir de l'information au sein des cellules terroristes. Donc c'est les pénétrer. Un Mera, lorsqu'il est arrivé, quel était l'objectif? De voir s'il constituait une cellule, parce que le schéma traditionnel... Alors on attend. Non, on voit ce qu'il fait. Bien sûr. C'est ça. Oui. Mais si vous voulez, moi je peux vous dire que toutes les années, entre le 3 décembre 1996 et le 11 mars 2012, il n'y a pas un attentat sur le territoire français. Non pas parce que les terroristes ont décidé de ne pas nous frapper, mais tout simplement parce qu'on les a arrêtés. Avant moi et après moi. Et pourquoi? Mais parce qu'on a infiltré des sources, parce qu'on a laissé partir des gens dans les zones au Pakistan, en Afghanistan, et quand ils sont revenus, ils ont donné des informations. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu nous monter en bateau. Alors on s'en est bien sorti. Je ne connais pas l'affaire Mera, s'il a été recruté ou pas. Mais moi, si vous voulez, on ne peut pas jeter l'opprobre comme ça. C'était très l'opprobre. Non, ce que je veux dire, c'est très difficile de lutter contre le terrorisme. D'accord, mais est-ce que c'est la démocratie qui a un problème par rapport au terrorisme, à force de respecter, ce qui est bien, très bien, puisque nous sommes tous démocrates autour de cette table, évidemment, le système, les procédures trop lentes, etc. C'est dans le thème. Oui, pardon, allez-y, mademoiselle. Vous êtes en train de poser la question des solutions apportées au phénomène de radicalisation, ce qui est une chose, et des solutions apportées au phénomène du terrorisme, ce qui est autre chose. Alors sur les solutions apportées aux radicalisations, on a longtemps pensé, et c'est ce que vous disiez en filigrane, que la solution religieuse était la meilleure. Il suffisait de convaincre ces pauvres djihadistes éclairés ou radicaux déséclairés que l'islam n'était une religion de paix, etc. Il se trouve que ce sont déjà des gens qui s'excluent d'une part de la communauté musulmane et qui se moquent totalement des débats théologiques. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant sur la radicalisation du discours. Aujourd'hui, en France, on a des difficultés à laisser émerger une parole musulmane, démocratique et oppositionnelle. Dès que les citoyens musulmans tentent, alors effectivement, il est de leur devoir de respecter les lois de la République dans lesquelles ils se trouvent, évidemment, mais il est aussi de leur droit de s'exprimer sur les actions de leur gouvernement avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, dès que les musulmans décident de ne pas être d'accord avec ce qui est proposé, eh bien, on lève le... concret, oui, concrètement, par exemple, les manifestations qui ont été interdites au Trocadéro, où finalement une vieille dame qui se trouvait porter un foulard se voit embarquée parce qu'on a pensé que cette manifestation allait drainer des radicaux, parce qu'il s'agissait de musulmans. Certainement des radicaux pouvaient être présents, mais il y avait aussi des musulmans qui voulaient simplement exercer leur droit à la libre expression et leur droit d'opposition aux politiques de leur gouvernement de façon démocratique et transparente. Si on empêche cette opposition démocratique et transparente d'émerger, on tombe effectivement dans des phénomènes de radicalisation non transparents et c'est malsain. Comme on approche, on se reverra si vous voulez bien les uns les autres, on approche d'une fin là. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction
de M. Prasquier, le président du CRIF, vous savez, qui a comparé l'islamisme au nazisme. Il fallait le combattre avec le même... Enfin, je ne le cite pas exactement, mais enfin, ils ont un ennemi commun, dit-il, les Juifs, en gros. Enfin, ça a été repris un peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Excessif. Il a parlé de l'islam radical. Oui, il parlait d'islam. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit? Islamisme. Ah non, l'islamisme radical. Non, il a dit islamisme. Hein. Il voulait dire radical, évidemment. Mais il voulait peut-être dire terrorisme. Mais vous savez, c'est une association terrible. Hein. Mais c'est le problème. Quand je me souviens, quand on commençait des émissions comme ça, moi j'ai commencé une petite quinzaine d'années, quoi. Même immigration, on me traitait de facho quand je parlais d'immigration. Et après, c'est devenu islam, facho, islamique, facho, islamiste, facho, machin. Enfin, c'est compliqué. Donc, il faut que ça devienne un objet de débat public de toute façon. Il faut qu'on en parle librement. Même à la façon de coper Il faut en tout cas que la France soit en solidarité avec les musulmans victimes d'islamophobie. Les musulmans démontrent qu'ils sont totalement opposés dans leur grande majorité au terrorisme. Ça, c'est quelque chose de clair. Et à l'antisémitisme, c'est quelque chose de clair aussi. Ça n'a pas de rapport avec la population musulmane dans son ensemble. C'était vrai. Mais c'est vrai. On n'arrête pas de dire ça. Alors comment on fait pour porter le glaive un peu là-dessus? Enfin, je veux dire. Alors d'abord, il faut quand même rappeler le nazisme. C'est une organisation. Alors reprenons le nazisme. Enfin, tous les philosophes politiques, toute la science politique est d'accord là-dessus. C'est une organisation structurée d'extermination d'un peuple. Ce qui n'est pas le cas là. Ce qui est précisément en aucun cas le cas, puisqu'on a affaire à des stratégies individuelles, à une non-organisation et en aucun cas à une structuration volontaire, idéologique, programmée d'extermination d'une population. Bon, donc on s'en prend aux Juifs en tout cas. Bien sûr. Ah mais ça, c'est pas la première fois. Ouais. C'est pas la première fois. Depuis combien de temps on s'en prend aux Juifs? C'est un bouc émissaire, oui. Mais de là à faire cette comparaison avec le nazisme... L'islamisme radical, le nazisme, non. Non, ça tient pas la route intellectuellement. Ça ne tient pas la route actuellement. Bon, mais ça va, j'en veux pas plus, ça va. Mais, juste un mot, parce qu'on termine. Par rapport, parce qu'il faut quand même qu'on propose des solutions. Bah oui. Quoi faire? Bien entendu, au sein de la prison, bien sûr, la présence de l'aumônier, elle est très importante. Pas nécessairement pour stopper les agissements des radicaux, parce qu'il y a une minorité très marginalisée, mais elle est agissante. Donc, mais c'est pour sauvegarder un petit peu les autres détenus qui veulent tout simplement cheminer dans une forme de spiritualité. Mais ça ne va pas suffire. Il faut... Le problème de la plupart de ces jeunes, ce sont des jeunes récidivistes, mais qui sont dans une rupture sociale, et notamment, ils n'ont plus aucun lien avec leur famille. Et c'est ça, si vous voulez... Il faut renouer les liens avec la famille. Et puis aussi, il faut une présence importante des surveillants, parce qu'ils jouent un rôle très important. Et je rajoute tout simplement qu'il faut qu'ils bénéficient d'une formation par rapport à l'islam pour que justement ils comprennent ce que c'est que vraiment l'islam. Voilà, absolument. Monsieur, vous êtes plus policier, vous faites quoi? Non, c'est fini. Vous faites autre chose? Oui. Mais ça vous intéresse toujours? Je protège les sociétés qui sont à l'international dans des... Bon. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et vous trouvez que Valls se débrouille bien? Pardon? Valls se débrouille bien? Oui, bon. Puisque si vous voulez, il était efficace. Il défend bien le truc. D'accord, merci beaucoup. Hop, j'ai fini. Je crois qu'il faut rendre le terrorisme, j'ai moi-même fait la confusion, ringard, tout simplement. D'accord, voilà. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci à nos partenaires, Europe 1 et Dailymotion. D'ici là, citoyennes, citoyens, de la blogosphère, de la twittosphère et d'ailleurs, parlez, débattez, intervenez, tiens, au hasard, sur Europe 1, notre partenaire. Et moi, tweetez-moi toute la semaine, mais sans méchanceté, s'il vous plaît, avec le hashtag #MoitiTweet. Et vive le débat. Pour ma part, je vous ai tout dit, et je répète, salut et fraternité.